Merci pour votre accueil. Merci d'être venu pour partager ensemble ce petit moment d'exploration sous-marine ce matin. J'ai l'habitude de dire ce soir. En général, les conférences sont le soir. Et peut-être que je vais dire ce soir de temps en temps, mais voilà, on est le matin. Et donc ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plonger pour découvrir quelques histoires du monde sous-marin. Et pour les découvrir, on va les écouter parce que le monde sous-marin est loin d'être le monde du silence. C'est un monde qui regorge de sons. Et ces sons, on peut les entendre avec nos oreilles qui marchent très bien sous l'eau, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et on peut les capter avec des simples microphones en les mettant sous l'eau. Donc on en a plein qu'on peut entendre. Et de nos jours, on voit beaucoup d'images du monde sous-marin, mais on entend rarement les sons. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est surtout écouter les sons et essayer de deviner ensemble les histoires des étonnantes prouesses des animaux qu'on va entendre. Mais tout d'abord, avant de commencer cette conférence, il faut rendre hommage à un animal marin en particulier, sans lequel on ne serait pas là à écouter une conférence aujourd'hui, parce qu'à cet animal, on lui doit en grande partie la lumière qui nous éclaire, les écrans qui nous servent à projeter des médias, le haut-parleur qui va vous servir à écouter les sons, le micro grâce auquel vous m'entendez sans que je ne me casse la voix, peut-être le métro qui vous a fait venir aujourd'hui aussi. Et cet animal, donc, qu'on devrait remercier, moi je pense qu'il faudrait une statue géante de l'animal devant la Cité des sciences et de l'industrie, mais pour l'instant, la mairie de Paris n'a pas eu le même avis. Il s'agit de la raie torpille. Alors la raie torpille, donc c'est un poisson qui vit notamment sur nos côtes. Ça, c'est les 3 espèces qu'on retrouve sur les côtes françaises, mais il y en a des dizaines d'espèces à travers le monde. Et c'est un poisson, si vous approchez la main de cet animal, vous allez ressentir un phénomène étrange que les premières personnes à le ressentir ne savaient pas du tout ce que c'était et ont donc appelé ce phénomène la torpeur. Les Grecs anciens, le poisson s'appelle la torpille, donc quand on s'en approche, ça procure la torpeur. Ça fait des tremblements, ça peut carrément assommer quelqu'un. Et donc pendant des millénaires, on n'a pas du tout su ce que c'était que la torpeur, mais on a même appris à s'en servir. Et les Romains utilisaient la torpille pour faire notamment des anesthésies pour les accouchements. Donc cette torpeur, elle était très intrigante. Les alchimistes y ont beaucoup réfléchi aussi au cours du Moyen-Âge, mais c'est resté très 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 longtemps une énigme. Pour la bonne raison, vous l'aurez deviné, que c'était de l'électricité, mais qu'on ne savait pas que l'électricité existait. Donc au Moyen-Âge, la torpeur, on pensait que c'était un fluide froid, parce que l'alchimie, ça s'expliquait beaucoup avec une théorie autour du chaud et du froid, donc on pensait qu'elle émettait du froid, ce qui est assez étonnant comme concept thermodynamique, mais ça collait bien avec l'engourdissement qu'on ressentait quand on s'en approchait. Ensuite, Newton est arrivé, explique tout par de la mécanique, des particules, des corps, des chocs, des forces, et donc on se dit, en fait, elle doit émettre une force, et on a surnommé la torpille le tremble, parce qu'on pensait qu'elle tremblait très très fort, et que c'est ça qui provoquait les douleurs, les sensations qu'on ressentait à cause de cet animal. Et puis, ça collait pas, toutes ces théories. Donc, au fur et à mesure que la science avançait, on développait des théories de plus en plus élaborées, jusqu'à ce qu'à l'époque de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, il y ait même un certain Chevalier de Joncourt qui développe toute une théorie de la torpille en postulant qu'elle émettait d'invisibles corpuscules torporifiques qui s'échappaient du pôle positif de la torpille et qui voyageaient vers le pôle négatif de la torpille, donc du ventre de la torpille vers le dos de la torpille, et que ces corpuscules, comme on le voyait par l'expérience, se propageaient dans certains matériaux, pas dans d'autres. Certains matériaux y résistaient, d'autres non. Donc il avait fait toute une théorie de l'électricité, en fait, avant l'heure, grâce à la torpille. Théorie malheureusement passée à peu près inaperçue, parce que la plupart des gens disaient bien sûr que non, elle émet du froid ou elle émet des tremblements. Et il a fallu attendre les débuts de l'électricité en tant que telle, où on commence à élaborer des machines électriques. Vous pourrez visiter à la Cité des Sciences, c'est expliquer tout ça, les machines électriques. Avec de l'électricité statique. Et là, c'était des machines qu'on utilisait surtout dans les foires pour impressionner les gens, et beaucoup de gens avaient fait l'expérience, et donc ceux qui avaient fait l'expérience et qui touchaient ensuite une torpille s'apercevaient que c'était la même sensation. Et on commençait à s'apercevoir qu'il y avait de l'électricité aussi, du coup, dans le vivant. En tout cas, qu'il y avait quelque chose de très similaire dans le vivant de la torpille et dans la physique des machines.
Et c'est pour démontrer que c'était la même chose qu'un certain Alessandro Volta, en 1800, développa un objet à partir de lamelles de métal et d'une solution saline qui imitait artificiellement, avec des matériaux de la physique, des matériaux pas vivants, l'organe électrique de la torpille. Et il a baptisé cet objet organe électrique artificiel. C'est ensuite qu'on l'a surnommé la pile électrique. Et c'est comme ça que le premier dispositif de stockage d'électricité était né. Et ça a permis ensuite des avancées formidables, parce que dès lors qu'on pouvait stocker l'électricité, on a pu faire des expériences, l'utiliser, etc. Et toutes les choses qu'on connaît aujourd'hui. Donc, remerciements à la torpille, évidemment. Voilà, merci à elle. Et puis, c'est une belle leçon, je trouve, de biomimétisme. Déjà, ça nous montre que l'inspiration de la nature, elle a toujours existé, et ce n'est pas un phénomène nouveau lié aux startups d'aujourd'hui. Et puis, ça nous montre aussi que la science, et les avancées techniques ne vont pas toujours dans le sens où on les attend. Ce n'est pas parce qu'une invention est prometteuse et qu'on espère qu'elle sera cotée en bourse et donc on finance la recherche dessus, qu'on fait des découvertes. À l'époque où on faisait des recherches sur l'électricité, on ne savait absolument pas du tout où tout ça allait nous mener. Et la seule application potentielle, c'était d'étonner des gens et d'amuser la galerie dans des foires. Donc c'est intéressant de se dire que la science, ça marche plutôt comme ça, quoi. C'est un peu à rebours des systèmes de financement actuels. Petite parenthèse donc sur cette torpille, animal qui ne fait pas de bruit, mais maintenant on va entendre uniquement des animaux qui font du bruit, et en fait la plupart des animaux marins font du bruit, donc ça tombe bien pour nous. On va écouter la mer. Il paraît que quand on colle l'oreille à un coquillage, on entend la mer. Là on n'a pas de coquillage, mais on va écouter quand même. Et le premier animal qu'on va entendre, qu'on peut entendre dans beaucoup d'endroits dans le monde, et je pense que vous allez le reconnaître assez facilement, et le son ne fonctionne pas, donc merci l'arrêt torpille, mais on va on va remédier à ça dans quelques instants, hein. Alors, dans le pire des cas, je vous imiterai moi-même les animaux, ne vous inquiétez pas. Et voilà, c'est magnifique, ça fonctionne. En attendant, on va faire la conférence avec juste le son. Et de toute façon, les images, vous savez tous à quoi ressemble l'animal qui fait ce bruit, parce qu'il s'agit, voilà, une baleine. Une seule fois, j'ai quelqu'un qui a dit une vache, mais c'est évidemment une baleine. Mais c'est intéressant parce que, comme la vache et comme vous et moi, la baleine, c'est un mammifère, elle respire de l'air, donc chanter sous l'eau, pour elle, n'est pas quelque chose de totalement évident. La baleine, elle chante donc la bouche fermée. On n'y pense pas, mais c'est important. Par contre, son mécanisme de production du son, il est assez proche en termes de physique de notre mécanisme à nous, hein. La baleine, elle produit le son un peu comme nous, on chanterait la bouche fermée, imaginez, et ça fonctionne. Donc ce son qu'on vient d'entendre d'une baleine, à votre avis, à quelle distance on peut l'entendre? À quelle distance on peut entendre chanter des baleines? 6 km. 10, qui dit mieux? 50, qui dit mieux? 100 à droite. 3000 à gauche, eh bien, c'est plus près de 3000 que de 100, désolé. 3000, ouais, c'est à peu près 2000 en fait. C'est en tout cas plus de 1000 et souvent plus de 2000 km. Alors comment elle fait ça, la baleine? C'est quand même assez fou, hein, 2000 km, on n'y pense pas comme ça, mais donc une baleine qui chante au large de la Bretagne, on l'entend jusqu'en Espagne, quoi. C'est quand même assez incroyable. Comment ça fonctionne? Bah déjà, la baleine, elle est énorme, donc elle produit beaucoup de bruit, mais ça ne suffirait pas du tout à l'entendre à 2000 km. Ensuite, elle est dans l'eau. Ça aide déjà beaucoup plus, parce que le son, c'est une vibration de la matière. Et donc, plus la matière, elle est dense, plus le son se propage à la fois vite et bien, c'est-à-dire sans s'atténuer. Donc, dans l'eau, le son se propage beaucoup mieux. Comme l'eau est beaucoup plus dense que l'air, le son se propage beaucoup mieux que dans l'air. Et c'est pour ça que dans les westerns, les Indiens collent leur oreille aux rails de chemin de fer pour entendre la locomotive arriver, alors que dans l'air, ils ne l'entendent pas. C'est que dans le fer du rail, le son se propage beaucoup plus vite et en s'atténuant beaucoup moins. Et dans l'eau, qui est un peu moins dense que le fer, mais quand même beaucoup plus dense que l'air, eh bien, ça fonctionne de la même façon. Et ça expliquerait qu'on puisse entendre les baleines à une centaine de kilomètres, ce qui est déjà impressionnant, mais pas à des milliers de kilomètres. Alors comment ça se fait qu'on les entende à des milliers de kilomètres? Elles ont une astuce supplémentaire, les baleines.
elles maîtrisent le même principe que les fibres optiques, mais pour le son. Ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont descendre dans certaines couches d'eau de l'océan. Et il faut savoir que l'océan, ce n'est pas une étendue d'eau uniforme. C'est plus un peu comme un gâteau où il y a des couches de différentes densités, différentes salinités, différentes températures. Et donc les couches plus ou moins denses, le son, il voyage, mais lorsqu'il rebondit à la surface à l'interface entre deux couches, il est réfléchi, parce que ce n'est pas le même indice acoustique, hein. Et donc ça, c'est le même phénomène que ce qui fait que la lumière, elle est réfléchie sur une vitre, par exemple. Eh bien, il y a la même chose pour le son. Quand ce n'est pas le même indice acoustique, ça rebondit, et c'est ce qui fait qu'on a de l'écho, par exemple, hein, quand le son rebondit sur des montagnes ou sur des murs. Eh bien, c'est la même chose à l'intérieur de l'océan. Donc la baleine se met dans une certaine couche, de sorte que le son rebondisse à la fois quand il va monter et quand il va descendre sur la couche du dessous. Et du coup, le son, elle en émet un peu dans toutes les directions, mais quand il monte, il redescend, quand il descend, il remonte. Ce qui fait qu'il va traverser cette couche en ligne droite. Et ça permet au son de voyager beaucoup plus loin sans être atténué, et c'est exactement le même principe que la fibre optique pour la lumière. La fibre optique, c'est en quelque sorte un canal tapissé de miroirs. Je schématise parce qu'il y a différentes technologies avec ce qu'on appelle des sauts d'indice ou des gradients d'indice, mais en gros, c'est ça. Et donc la lumière, lorsqu'elle monte, elle rebondit sur le miroir du dessus, elle est réfléchie. Quand elle descend aussi, et elle finit par avancer en ligne droite. C'est la même chose pour le son chez les baleines. C'est ce qu'on appelle un guide d'onde. Et c'est comme ça que les baleines arrivent à communiquer à des milliers de kilomètres. Alors, les chants des baleines, il y en a de toutes sortes, qui ont toutes sortes d'usages pour les baleines, hein. Là, on peut entendre par exemple... Ça, c'est beaucoup moins mélodieux d'un coup. C'est des chants d'interaction entre la mer et le baleineau. On entend même à l'oreille hein, que c'est beaucoup moins mélodieux parce que c'est beaucoup plus utilitaire. Tandis que ce qu'on entendait tout à l'heure, ces fameuses chansons qu'on entend des baleines en général, hein, qui sont les plus mélodieuses, souvent on écoute celles de la baleine à bosse parce que c'est celles qui sont dans des fréquences sonores les plus harmonieuses pour nos oreilles, et c'est celles qui sont les plus structurées, mais la plupart des espèces de baleines ont des super chansons aussi, hein. Eh bien, ces chansons-là, il est possible que les baleines les chantent exactement pour les mêmes raisons que nous quand on chante, c'est-à-dire pour aucune raison ou pour des raisons pas claires du tout, hein. Pourquoi on fait de la musique et pourquoi on en écoute, chacun a sa raison ou pas, mais on le fait. En tout cas, le fait est que les éthologues appellent ça une culture, en tout cas des traits culturels chez les baleines, parce que ces chansons, non seulement les baleines, elles vont se les transmettre les unes aux autres. Certaines populations de baleines qui maîtrisent une chanson vont pouvoir les partager avec d'autres populations de baleines qui ont d'autres chansons et s'échanger comme ça des tubes. Mais en plus d'une génération sur l'autre et au fil des échanges, les baleines modifient les tubes comme une reprise de chanson que chaque artiste va remodifier un petit peu à sa sauce. Les refrains, les structures restent les mêmes, mais certains couplets changent, évolue, etc. Donc un patrimoine qui est à la fois immatériel, qui se transmet et qui évolue, c'est pour les éthologues la définition même de ce qu'on peut appeler une culture. Donc les baleines, il y a des traits même culturels, ça ressemble beaucoup à ce que font les humains. Alors je vais vous faire écouter maintenant un son que vous ne devinerez pas, a priori que vous ne reconnaîtrez pas, parce qu'il n'y a qu'un seul animal au monde qui produit ce son. Mais je vous le fais écouter quand même. Et quand je dis un seul animal au monde, c'est pas une seule espèce. C'est un seul animal, un seul individu. Ce son, il s'agit d'un chant de baleine, hein, on le reconnaît à la structure, c'est des chants en ondes comme ça qui sont propres à la famille des... Ah, génial, on va peut-être avoir un dépannage. En attendant, je vous raconte l'histoire de ce son. Donc c'est un chant de baleine, famille des rorquals, parce que ça se reconnaît à la structure du chant. Manque de peau, cette baleine-là, elle est exactement au niveau des fréquences sonores de son chant, dans une bande où aucune autre baleine ne chante. Je m'explique, chaque animal, hein, vous comme moi, comme les baleines, a une certaine gamme d'audition, de fréquences sonores qu'on peut entendre. Pour nous, c'est de 20 Hz à 20 kHz. Plus aigu, plus haute fréquence, on n'entend pas, c'est ce qu'on appelle les ultrasons.
Plus basse fréquence, on n'entend pas non plus, c'est ce qu'on appelle les infrasons. D'autres animaux ont d'autres gammes. Le silure entend très bien les infrasons, la chauve-souris entend très bien les ultrasons. Certains ultrasons, pareil, jusqu'à une certaine gamme, et ainsi de suite. Et donc les baleines, c'est la même chose, chacune a une certaine fenêtre sonore qu'elle est capable d'entendre, et donc dans laquelle elle va chanter pour que ses congénères l'entendent. Et c'est très pratique parce que ça permet de faire comme un canal radio, et avec des bandes sonores assez étroites, on peut comme ça ne parler quasiment qu'aux individus de la même espèce. Cette baleine-là, elle chante dans une fréquence que ni le rorqual commun, ni la baleine bleue, qui sont les deux plus proches bandes de radio possibles, ne peuvent entendre. Donc voilà, là vous imaginez que vous êtes dans la situation de la baleine bleue ou du rorqual commun qui est devant cette baleine mystérieuse, on ne l'entend pas. Aucune autre baleine ne peut l'entendre parce que simplement elle émet dans des fréquences sonores inaudibles pour les autres. Les seuls qui l'entendent finalement, c'est nous les humains, en mettant des microphones au large des côtes de la Californie. À chaque migration des baleines depuis la fin des années 80, on entend cette baleine qui passe et qui chante sans que personne ne puisse l'entendre. Donc comment ça se fait, on ne sait pas, parce qu'on ne l'a jamais observé et analysé d'assez près pour savoir pourquoi elle est incapable de se faire entendre comme ça. Probablement qu'elle est née sourde et qu'elle n'a pas pu rectifier le son de sa voix. Les personnes qui n'entendent pas ont besoin d'entendre pour apprendre à parler. Alors chez les humains, on arrive à trouver des astuces pour qu'on puisse apprendre quand même, mais chez les baleines, ça n'existe pas a priori. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être une malformation. Il s'agirait peut-être d'un hybride de rorqual commun et de baleine bleue, ça arrive souvent, mais qui n'aurait pas de chance et qui aurait été mal formé au niveau de la production sonore. On ne sait pas, mais en tout cas, nous les humains, on l'entend, et depuis très longtemps. On peut l'entendre encore longtemps, parce que combien de temps peuvent vivre les baleines au maximum ? 120, directement, comme tout à l'heure vous aviez dit pas assez, vous dites un chiffre très important, 120. Est-ce que quelqu'un dit mieux ? 100, on baisse ? Non, pas plus ? 200, voilà, oui, c'est plutôt même 260, voilà. Donc c'était un piège. Ça dépend des espèces de baleines, évidemment. Hein. Celles qui vivent le plus vieux, c'est ce qu'on appelle les baleines franches. Et c'est des baleines qui peuvent vivre, on l'a mesuré, jusqu'à 260 ans. Mais en général, des baleines comme la baleine à bosse, le rorqual commun, etc., vivent à peu près la même durée qu'un humain. Voilà. Donc ça peut côtoyer la centaine d'années. Mais la baleine franche, elle vit un peu plus, même carrément beaucoup plus. Et comme on le sait, ça, on a des preuves absolument précises parce qu'on a retrouvé des harpons à l'intérieur de certaines baleines récemment capturées et qui sont datées parce que dans l'ère industrielle, il y a eu des harpons qui n'étaient utilisés que certaines années. Et on a pu recouper comme ça l'année où c'était utilisé. Mais même aussi des harpons d'ère pré-industrielle, où pareil, les ethnologues ont des datations. C'est au large de l'Alaska, les populations qui encore aujourd'hui consomment un petit peu de baleines là-bas pour leur subsistance et leur tradition, utilisaient certains types de harpons en os ou en pierre. Et bon, souvent la baleine s'échappait et donc dans le lard de certaines baleines, on retrouve et on sait comme ça quand est-ce qu'elle s'est pris un coup de harpon et parfois c'est très très ancien. Donc 260 ans, ça paraît très vieux pour nous, mais c'est pas grand-chose par rapport à un autre animal qui vit au même endroit que les baleines franches, à savoir le requin du Groenland, qui lui peut vivre mesuré plus de 500 ans et supposé plus de 800 parce que les individus qu'on a mesurés étaient loin d'être les plus gros qu'on ait jamais observés. Donc 800 ans, là, c'est quand même beaucoup. Hein. Il faut se dire qu'il existe aujourd'hui dans la mer des requins qui ont mangé des vikings. C'est quand même assez étonnant de se dire ça. Ils ne les ont pas mangés vivants parce que le requin du Groenland vit totalement au ralenti. Il est aveugle et il se nourrit uniquement de carcasses de phoques et de charognes, de choses comme ça. Mais je pense qu'un viking tombé de son drakkar ou une carcasse de phoque doivent avoir à peu près le même goût. Et ça me semble à peu près certain qu'il y en ait qui ont mangé du viking. Donc ça paraît super vieux aussi, mais c'est rien, c'est des petits jeunes devant l'éponge de verre, par exemple, une éponge des profondeurs, qui, elle, peut vivre 17 000 ans mesurés. Donc on a aujourd'hui des éponges qui étaient déjà là quand nous, on faisait des rhinocéros sur le plafond des grottes. Hein. C'est quand même assez impressionnant de se dire ça.
Éponge, donc animal très très simple, hein, qui n'a même pas de tissu différencié, qui n'a même pas de cerveau, mais qui est quand même un animal, un individu, et qui est là depuis cette époque-là. C'est assez fou, mais c'est toujours pas le record, puisque le record détenu par une certaine petite méduse, c'est infini. En fait, elle bat tout le monde, toute catégorie, parce que lorsqu'elle vieillit, elle peut aussi se mettre à rajeunir. Et on a fait l'expérience en laboratoire. Ça marche indéfiniment. Les gens en ont eu marre, au bout d'un moment, ont arrêté l'expérience parce que, voilà, à chaque fois, elle finit par rajeunir. À chaque fois qu'on fait l'expérience, mais de temps en temps, certains individus choisissent quand même de pousser le vieillissement jusqu'au bout et donc de mourir, ce qui permet à l'espèce de conserver sa diversité génétique, d'éviter la consanguinité. Donc, quelque part, la méduse se sacrifie pour le groupe et même si elle est potentiellement immortelle, elle choisit, entre guillemets, quand même de mourir. Alors, rassurez-vous, ça n'est pas un choix cornélien, elle n'a pas de cerveau, elle ne se prend pas la tête pendant des jours pour choisir de se sacrifier. C'est programmé dans les gènes de son espèce et ça se fait un peu automatiquement. Petite parenthèse sur les animaux très vieux. Donc, on reprend notre voyage sonore et acoustique et on va écouter. Alors, du coup, je crois que c'est comme ça qu'on l'entend, sauf que du coup, ils ont. Ok, eh ben, est-ce qu'on peut passer à l'image suivante pour tester? Voilà, et celle encore d'après? Formidable. Eh ben, on va essayer comme ça. Merci à la régie qui a réussi à trouver une solution en séparant l'image du son, mais ça va marcher. Donc, c'est très bien. Ok, eh bien, on est reparti dans l'océan et on va écouter à nouveau des sons sous-marins et avec les images en même temps, ce qui est formidable. Et ce qui est d'autant plus formidable que dans la mer, en général, c'est pas comme ça, parce que la partie éclairée dans l'océan, ça représente qu'une toute petite partie de l'océan en lui-même. Donc ça, c'est intéressant de se dire ça, parce qu'il faut pas l'oublier, et c'est pour ça aussi qu'on fait écouter des sons, c'est parce que dans la mer, le son est beaucoup plus important que l'image. Et nous, on voit des images, parce qu'on est des humains, on est surtout visuels, et c'est ça qu'on voit toute la journée sur les écrans, les livres, etc. Mais en fait, c'est le son qui est le plus important dans la mer, parce qu'à partir de 400 mètres, vous avez à peu près plus de lumière. Et les océans, ils vont jusqu'à plus de 1000 mètres, 2000 mètres, et même presque 10 000 dans les fosses océaniques. Donc la grande majeure partie de l'océan, c'est dans le noir, et on a le son, mais on n'a pas la lumière. Ou plutôt, on n'a pas la lumière du soleil. Certaines espèces vont créer leur propre lumière, mais en général, il n'y a pas de lumière. Donc, les êtres communiquent surtout par son. Et là, on va en entendre un qui nous parle un peu d'ailleurs de cette histoire-là de son. Ouais, sauf que, bon, bah, forcément, ça a planté. Mais c'est fou parce que j'ai rien fait là. Ah, voilà. Voilà le son. Donc, vous l'entendez, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Cachalot, me répond-on. Alors, est-ce que je vais réussir à l'arrêter maintenant? C'est ça la. Voilà. Donc, cachalot, on me dit. Cachalot, parce que vous êtes des gens qui connaissaient bien les animaux. Donc, vous pensez tout de suite, clic, 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 égale un cétacé à dents. Alors, un cétacé à dents, c'est la famille effectivement des cachalots, mais aussi tout ce qui est beluga, dauphin, orque, globicéphale, narval, etc. Tous ces animaux, ils ont la particularité d'émettre des clics. Et vous le savez probablement, ces clics leur servent à beaucoup de choses, mais en particulier à se repérer dans l'espace avec du son, à voir avec du son. Parce que donc c'est le principe du sonar, hein, l'animal envoie un clic, un son très bref. Ce clic, comme tout son, il va voyager, il va rebondir sur les objets qui entourent l'animal, il va revenir à l'animal. Et les cétacés à dents, vous l'aurez remarqué, ils ont tous cette espèce de bosse de graisse sur la tête qu'on appelle le melon, et qui leur sert à capter, à focaliser ces sons quand ils reviennent. Et donc, ils analysent le temps que le son il a mis à aller et à revenir, et avec quelle force il revient. S'il a été atténué ou pas, ça veut dire que l'objet il était dur ou qu'il était mou. Et si le son revient au bout de longtemps, ça veut dire que l'objet il était loin. Si le son revient au bout de moins longtemps, l'objet il était plus près. Et comme ça, l'animal va se créer une image mentale de tout ce qu'il y a autour de lui grâce au son. C'est vrai des cétacés à dents, c'est vrai de quelques autres animaux, hein, que ce soit chauve-souris, même les phoques. On appelle ça l'écholocation. Ça permet par le son, par l'écho, de se localiser.
Et donc, c'est pour ça que vous avez répondu un cétacé à dents, comme vous auriez pu aussi bien me répondre un sonar humain, hein, parce que c'est exactement le même principe qu'on utilise, nous, les humains, avec les sonars de bateau, pour repérer ce qu'il y a sous le bateau. C'est le principe des colocations aussi. Vous m'avez répondu ça et vous avez fait du coup la même erreur que les premières personnes qui ont entendu ce son. C'est vrai qu'on pouvait, ça ressemble vraiment, hein, c'est pour ça que vous avez fait cette erreur. On peut passer à la slide suivante. Euh, ah, ah ben génial, d'accord, formidable. Voilà la slide suivante, génial. Alors, donc, la même erreur que ce son, la première fois qu'il a été entendu, c'était en pleine guerre froide, dans les années 70, et la Suède craignait absolument une invasion des Russes dans la mer Baltique. Il y avait eu des sous-marins qui s'étaient échoués, etc. Donc, ils savaient que les Russes étaient dans le coin. Et donc, lorsque les oreilles d'or, c'est-à-dire les officiers mariniers chargés d'écouter les sons sous-marins pour repérer des ennemis, ont entendu ce son en clic, 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 ils se sont dit, c'est des clics, c'est tellement régulier que ça doit être un appareil, et c'est donc forcément un sous-marin russe qui essaye de nous envahir. Alors, ils ont dépêché des bateaux sur place, des avions, ils ont essayé de quadriller la zone pour trouver le sous-marin russe, et ils n'ont rien trouvé du tout, ils n'ont rien vu, des bulles, mais c'est tout. Donc, ils étaient très très énervés, je vous laisse imaginer, les Suédois, parce que non seulement ce sous-marin émettait des sons en permanence, mais en plus, il était tellement furtif qu'on ne le repérait pas. Et ça a conduit à une quinzaine d'années de tensions entre la Suède et l'Union soviétique, des tensions diplomatiques. Il y a eu des courriers, il y a eu des ambassadeurs envoyés, il y a eu des réponses de Boris Eltsine qui nie la présence des sous-marins dans la zone, et les Suédois qui lui rétorquent, mais si, nous entendons ce qu'ils appelaient des sons typiques régulièrement. Et il a fallu attendre la chute de l'Union soviétique pour que le dossier soit déclassifié, c'était secret défense évidemment, et qu'il soit confié à des biologistes plutôt que d'être confié à des militaires. Et là, eh bien, les biologistes ont tout de suite reconnu que ce son typique que vous venez d'entendre avait été causé par, réponse en slide suivante, roulement de tambour, des harengs. Voilà. Donc, harengs qui communique, comme vous le voyez sur l'image, au moyen de flatulences. Il pète. Voilà. Donc, et le hareng, contrairement à nous, lorsqu'il fait ça, il essaie de faire le plus de bruit possible. Son système digestif est doté d'une tuyauterie spéciale pour vraiment amplifier le son. Et ça va lui permettre de communiquer avec ses congénères. On ne sait pas encore le genre d'informations qu'ils se transmettent, mais ça joue un rôle dans les nages groupées, le fait qu'ils forment des groupes, des bancs, notamment quand vient la nuit pour se regrouper. Donc les harengs communiquent comme ça, et ça a failli déclencher une guerre. C'est un peu l'histoire de guerre et paix. Voilà. Alors, non, je ne suis pas sûr que ça mérite. Je suis pas sûr. Le hareng, ouais, vous voyez sur l'image aussi ce qui est intéressant avec le hareng, juste une petite parenthèse, c'est un animal vraiment génial, on ne dirait pas comme ça, mais c'est très argenté, comme tous les petits poissons comme ça, les harengs, les sardines, les aloses, les anchois, c'est très très argenté. On peut mettre la slide suivante où on voit des anchois, voilà, ça a une peau qui brille, hein, vous le savez, et en fait c'est le miroir le plus parfait de la nature, et qui est quasiment aussi parfait que les miroirs qu'on fait nous les humains, c'est-à-dire qu'en termes de réflexion de la lumière sous tous les angles, ça réfléchit quasiment aussi bien que des miroirs qu'on met plusieurs centaines de milliers d'euros à fabriquer en laboratoire. Donc c'est absolument génial à ce niveau-là, parce que ça réfléchit la lumière sous tous les angles et avec une même polarisation. Alors, on ne rentrera pas maintenant dans les détails sur la polarisation, mais c'est une propriété de la lumière, un peu comme sa couleur, mais que nos yeux ne voient pas. Et que par contre, les écailles la couche argentée située sous les écailles de ces poissons-là arrive à réfléchir. Et ça leur permet de se fondre complètement dans la mer et d'être absolument camouflés, en fait. Pour nous, ils sont brillants parce que quand ils sortent de l'eau, forcément, ça brille. Mais dans l'eau, ils sont généralement extrêmement camouflés et fondus dans leur décor. Slide suivante, on va écouter un son. On peut mettre la suivante et lancer le son. Sinon, je le lance moi, ou du moins j'essaye.
Voilà, alors là, c'est pas encore le son, hein, mais il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Toc, 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 qui est là? Alors, ce son est émis par un des animaux marins qu'on croise, que les Français croisent le plus souvent dans leur vie. Alors, est-ce que vous avez une idée? Le dauphin, ce serait sympa que ce soit le dauphin qu'on croise le plus souvent dans nos vies, mais non, c'est pas le dauphin. Ah, l'anguille. Alors, l'anguille, c'est vrai que c'est un des animaux qu'on croise le plus souvent sans la voir, parce qu'on est tout le temps proche d'une anguille. Il y en a qui vivent un peu partout, même si elles ont totalement décliné de 90% les populations d'anguilles dans les dernières 20 ans. C'est encore un des animaux, on est le plus proche à chaque instant d'une anguille, c'est vrai. Mais c'est pas une anguille, parce que c'est un animal qu'on croise en le voyant quand même, quand on le croise, même si on le voit pas dans un état très... c'est pas le poisson rouge. C'est pas la méduse, non, c'est slide suivante. Le cabillaud. Alors peut-être que c'est parce qu'il y avait beaucoup de végétariens dans la salle que vous n'avez pas deviné, mais le cabillaud, c'est... On l'entend à nouveau quand même pour le plaisir, voilà. Donc toc toc toc, vous entendez bien, on va voir ensemble comment il émet ce bruit. Le cabillaud, c'est le premier ou le deuxième poisson le plus consommé. On peut peut-être l'éteindre là, parce que c'est bon, c'est sympa le chant du cabillaud, mais c'est pas non plus Bruce Springsteen, quoi. Donc, c'est le poisson le plus consommé à l'état frais. En numéro 1 ou numéro 2, ça se rivalise avec le saumon d'élevage. En général, chaque année, c'est l'un ou c'est l'autre. Et donc, c'est un animal qu'on croise quand même très souvent sur nos étals. Le cabillaud, comment il émet le son comme ça? Comme beaucoup de poissons, hein. La réponse, elle est sur l'image. Vous voyez que son ventre, il est bien gonflé sur la photo. C'est la vessie natatoire, c'est cette poche de gaz qui permet au poisson de monter ou de descendre dans la colonne d'eau, qui en termes d'évolution a la même origine que nos poumons. C'est-à-dire que l'ancêtre commun à nous et au cabillaud, il avait un poumon primitif qui lui servait à respirer dans l'air. Et puis certaines lignées sont parties dans l'eau et ont donné le cabillaud. Et ce poumon, chez cette lignée-là, s'est transformé en vessie natatoire. Et puis d'autres lignées sont sorties de l'eau et le poumon a continué à se développer. Il s'est même dédoublé et c'est vous et moi, entre autres. Et donc le cabillaud, il a cette poche de gaz, comme la plupart des poissons, qui lui sert de ballast, mais qui lui sert aussi à faire du bruit, parce qu'une poche de gaz, on peut tambouriner dessus, et donc il a un muscle spécial qui lui permet de tambouriner sur la vessie natatoire, ça produit du son, et ça leur permet de communiquer. Ça, d'accord, c'est comme ça qu'il fait du bruit, mais comment est-ce qu'il entend? Il n'a pas d'oreille. Alors, par vibration, oui, mais le son, c'est une vibration, mais comment il la capte, cette vibration? Nous, on la capte avec nos oreilles. Un os, j'entends. Des pierres, j'entends. Ah, il y en a qui ont lu le livre, là. Non, alors, il y a plusieurs... En fait, il y a deux organes principaux pour entendre chez ce poisson. Alors, le premier, on le voit sur la photo. Vous voyez que le long du flanc du cabillaud, il y a cette ligne blanche. Tous les poissons ont une ligne comme ça le long du flanc qui s'appelle la ligne latérale. Et si on observe de près, en fait, ce n'est pas une ligne, c'est des pointillés. Et au fond de chacun de ces petits pointillés, un petit trou. Et ce petit trou, il y a à l'intérieur une cellule ciliée, donc une cellule avec des petits cils, comme les cellules de nos oreilles qui captent les vibrations de l'air. Là, ça capte les vibrations de l'eau. Et ça capte la vitesse de l'eau. Le petit cil, il se courbe plus ou moins quand l'eau va bouger. Et ça, c'est transmis au système nerveux de l'animal. Et donc, c'est comme ça que donc, notre cabillaud, il va entendre les mouvements de l'eau. Il va arriver à savoir sa vitesse. Et il va arriver à savoir aussi les vibrations un peu lentes de sons à basse fréquence, donc les sons graves. Pour les sons aigus, c'est avec une autre manière, et c'est un peu l'idée que quelqu'un nous a dit des os. C'est vrai il faut une structure dure pour pouvoir entendre. Vous le savez, il y a des écouteurs qu'on peut mettre sur notre crâne et on entend. C'est parce que la vibration se propage bien dans un matériau dur. Or, le poisson, il est dans l'eau, il est quasiment constitué que d'eau, donc il est aussi dur que l'eau. Du coup, le son le traverse sans le faire vibrer a priori. Et même ces os à lui, les arêtes qui sont de l'os, hein, c'est pas assez dur pour ça.
Donc, il lui faut un matériau très dur qui vibre au passage de l'eau et qui soit beaucoup plus dur que tout le reste. Et donc, il a développé des pierres, ce qu'on appelle les otolithes, qui sont situées à l'intérieur du crâne du poisson. Si vous ouvrez une tête de poisson derrière les yeux, vous trouvez ces pierres. Selon les espèces de poissons, elles sont plus ou moins grosses. Pour le cabillaud, elles font à peu près la taille de l'ongle du petit doigt. Pour un poisson comme le maigre, elles vont faire plutôt la taille du pouce. Et puis pour un poisson comme le thon, parce qu'il n'y a pas de logique, hein, pour un thon de 500 kg, elles vont faire la taille d'un grain de riz. Donc il n'y a pas de logique, mais il y a certains poissons qui entendent mieux que d'autres à cause de ça. Et donc ces pierres, elles vibrent au passage des ondes sonores et ça transmet l'information aux poissons pour les sons les plus aigus. Donc deux façons d'entendre pour le cabillaud, mais pour tous les poissons, en fait, ça fonctionne comme ça. C'est super efficace, surtout la ligne latérale, c'est très impressionnant parce que nous, on a deux oreilles. Grâce à ça, on entend le son, la directionnalité du son, pas trop mal. Si on n'en avait qu'une, on ne saurait jamais d'où vient le son. Imaginez le poisson qui a des centaines de neuromastes, de capteurs répartis sur son corps. Et il en a déjà des deux côtés tout le long, mais il en a aussi souvent sur la tête, sur le dos, etc. Donc c'est extrêmement efficace pour tout ce qui est de se repérer dans un environnement sonore. Et encore une fois, on l'a dit, mais on le redit, le monde marin, c'est surtout un monde de son. Le cabillaud, c'est intéressant de remarquer que c'est un poisson qui a nourri l'humanité pendant à peu près 5 ou 6 siècles. C'est les Vikings, les premiers, qui ont commencé à saler le cabillaud pour en faire de la morue, c'est-à-dire un produit qui garde les capacités nutritives mais qui se conserve. Et on n'avait pas de frigo à l'époque, donc c'était extrêmement pratique. Ça leur a permis de découvrir l'Amérique vers l'an 1000 à la recherche de bancs de cabillaud et d'exploiter, de pêcher ces bancs de cabillaud à partir de cette époque-là. Et comme ils allaient aussi vers l'Est, les Vikings, l'Est pour eux, c'est chez nous, c'est notre côte ouest, et ils pillaient les régions européennes, et il y a eu quand même des échanges culturels, et peu à peu, les Européens ont développé l'art de saler la morue aussi. Comme l'Europe était très chrétienne, le carême, c'était très important. Ça faisait 100 jours par an où on ne pouvait pas manger de viande. Pour les moines, qui étaient des gens influents, c'était même toute l'année, bien souvent. Donc il fallait avoir du poisson. C'était un enjeu important. Et on a donc développé la pêche aussi et la salaison de la morue. Et c'est d'ailleurs comme ça que très probablement des pêcheurs basques et bretons ont découvert l'Amérique près de 100 ans avant Christophe Colomb. Il est même possible que Christophe Colomb soit parti en Amérique avec dans son bateau des morues pêchées en Amérique. C'est pas sûr, mais il y a des cartes, des documents qui laissent supposer que ça serait possible. En tout cas, le fait est que ces grands bancs de morues au large de l'Amérique, de la côte ouest d'Amérique du Nord, ont nourri ensuite un commerce mondialisé et prospère pendant 500 ans. C'est pour ça qu'il y a des recettes de cabillaud en Afrique, au Brésil, il y a de la morue à l'Auvergnat, il n'y a jamais eu de morue en Auvergne, mais il y a aussi de la morue dans le Thieboudienne sénégalais, il n'y en a pas non plus au Sénégal. Et après avoir nourri l'humanité pendant 500 ans, et pendant toutes ces années, elle était pêchée de la même façon en fait que les Vikings, c'est-à-dire avec une petite barque à rame et du fil et un hameçon, ce qui permettait d'attraper uniquement les poissons d'une certaine taille, de pouvoir remettre à l'eau les autres, et puis ça limitait simplement l'effort de pêche, ça limitait la quantité qu'on pouvait retirer de l'océan. Et cette quantité, elle était limitée, mais elle était énorme, c'était des centaines de milliers de tonnes. Mais il y avait tellement de morue que ça suffisait. Ça fonctionnait quand même. Et puis en 10 ans, à partir des années 80, on s'est mis à utiliser des chaluts à moteur au lieu du fil et un hameçon. Et en 10 ans, on est passé donc de quelques centaines de milliers de tonnes à 2 millions de tonnes. C'est plus, c'est pas non plus énormément plus, mais c'est quand même un ordre de grandeur de plus. Et donc le stock de morue, la population de morue s'est effondrée en quelques années. Et elle n'est jamais revenue. C'est un exemple voilà, d'une surexploitation complètement idiote qui a tué la poule aux œufs d'or qui nourrissait l'humanité. Alors vous me direz, ouais, mais du cabillaud, j'en vois chez mon poissonnier, il y en a encore. Alors oui, parce qu'on est un pays riche, en fait. Et donc les pays d'Europe de l'Ouest, et surtout les populations les plus aisées, hein, vous ne trouverez pas du cabillaud chez tous les supermarchés, du vrai cabillaud. Mais les pays les plus riches ont quand même gardé une partie de la ressource, parce qu'il y a quelques populations de cabillaud qui sont encore en bonne santé, qui sont pêchées correctement en Islande, au large de la Norvège, etc. Et donc tout ça, ça va en France, en Allemagne, en Angleterre, dans les pays riches. Mais tous les autres pays qui consommaient du cabillaud, le Brésil, les Antilles, l'Afrique de l'Ouest, etc., eh ben, eux, ils n'en ont plus. Et ça a causé des déséquilibres terribles, parce que les populations locales ont dû se reporter vers d'autres espèces, les ont surpêchées. Du coup, certaines personnes n'avaient plus rien à manger parce qu'elles dépendaient de ça. Et puis, ça a créé
toutes sortes de crises sociales et environnementales, tout simplement parce qu'on n'a pas su se limiter sur cette pêcherie de cabillaud au large du Canada. Donc c'est un peu un exemple de ce qu'il ne faut pas faire avec un poisson, quoi. On passe à la slide suivante, où l'image, ouais, encore, là, ça c'est le son, voilà. Alors là, l'image, bon, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon, d'ailleurs, pour rester dans le thème du cabillaud, c'est des îles françaises au large de l'Amérique du Nord qu'on utilisait pour pêcher le cabillaud. Et en fait, ces îles, vous faites le tour à pied, il y en a 3, vous faites le tour à pied dans la demi-journée si vous marchez bien, c'est des cailloux, hein, c'est tout petit. Et il faut se dire qu'à l'époque où la France possédait le quart de la planète en colonie, c'était la colonie qui rapportait le plus à la métropole. Donc plus que toute l'Indochine, plus que toute l'Afrique, plus que l'Algérie, plus que tout ça, juste avec la morue, quoi. Et du jour au lendemain, c'est passé à une activité économique négative, uniquement des dettes et du chômage, à cause de cette surexploitation. Parce qu'on a dépassé un certain point de non-retour et que la population de morue n'est jamais revenue. Alors le son qu'on entend là, on peut l'entendre, et c'est d'ailleurs un prédateur du cabillaud, on peut l'entendre à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais vous pourriez l'entendre un peu partout. Enfin, dans beaucoup de mers, pas partout, mais dans beaucoup d'océans, en particulier sur nos côtes atlantiques, Manche, mer du Nord. Alors, est-ce que vous l'avez? C'est pas des orques, c'est pas le meilleur copain des orques d'ailleurs. On passe à la slide suivante, je crois que j'ai entendu le mot. Voilà, on peut mettre l'image suivante, voilà, c'est les phoques. Mais c'est le phoque sous l'eau. C'est le phoque sous l'eau. Le phoque hors de l'eau va faire plutôt des aboiements, mais le phoque sous l'eau va faire ces espèces de mélodies comme ça, assez étranges. Le phoque, c'est l'exemple plutôt inverse de la morue, c'est-à-dire que c'est un animal qu'on a réussi à protéger à temps. Et miracle, comme par hasard, dès qu'on prend des mesures de protection, s'il est encore temps, ça revient. Et donc le phoque, c'est merveilleux, vous pouvez en voir très facilement sur nos côtes. Tout le long de la baie de Somme jusqu'à la Bretagne, vous pouvez voir des phoques en très grande quantité, très bonne santé. Il y en a 2 espèces, le veau marin au-dessus, qui s'appelait comme ça à l'époque où on le mangeait, parce qu'il a été surexploité, le phoque. Il a failli disparaître au XXe siècle. Hein. Il s'appelait comme ça parce qu'apparemment, ça avait goût de veau. Et donc, on le servait comme du veau pendant le carême en disant que c'était du veau marin, donc ça comptait pas vraiment comme du veau, c'est vous dire. Et donc le veau marin, et l'autre c'est le phoque gris qui est beaucoup plus gros, qui a une tête plus allongée, ça ressemble presque à une tête de cheval. Les 2 espèces prospèrent maintenant dans nos eaux très très bien parce qu'elles ont été protégées à temps, et c'est l'occasion d'aller les voir sur les estuaires, notamment de la côte d'Opale. C'est à quelques heures de Paris, et c'est un spectacle assez impressionnant. On va passer à la suivante. On peut mettre le son de celui-ci. Alors là, c'est un son que je vous fais entendre. Écoutez-le bien, parce que vous pouvez l'entendre partout dans le monde. C'est hors de l'eau qu'on l'entend, ce son-là. Je précise, c'est pas sous l'eau, c'est hors de l'eau. Est-ce que quelqu'un a une idée? Alors, un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit carrément le nom latin de l'espèce qui produit le son. C'était pas le même que celui qui avait dit la vache, hein. Mais est-ce que quelqu'un l'a aujourd'hui? On a des gens qui connaissent bien les animaux aujourd'hui. Un labe, on n'est pas loin du tout. C'est une victime du labe, et à côté, bravo, c'est un puffin. Ah oui, on n'est pas sur du latin, mais on n'est pas loin quand même du record voilà, pour l'avoir reconnu. Alors, c'est un puffin. On peut passer, j'ai le réflexe, on peut passer l'image pour voir à quoi ça ressemble un puffin, pour ceux qui ne voient pas trop, parce que c'est vrai que ce n'est pas l'animal qu'on voit le plus souvent. On peut mettre la slide suivante, si c'est possible. Non. Je ne vais pas vous imiter le puffin quand même. Donc le puffin, je vous le fais entendre. Non, c'est l'image qu'il faudrait mettre. Voilà, merci. Alors, le puffin, je vous l'ai fait entendre parce que c'est un animal qui vit partout, en fait, sur toutes les mers du monde, parce qu'il a un mode de vie très particulier. Ils sont en couple pour la vie, monsieur et madame puffin, ou madame et madame d'ailleurs, parce qu'il y a des couples de puffins homosexuels. Mais donc, ils sont en couple pour la vie, et ils vont être séparés toute l'année, à voyager chacun de son côté sur les océans, et ne se retrouver qu'une fois par an pour élever un petit, toujours au même endroit. Et donc on peut les voir sur n'importe quel océan du globe, ça navigue comme ça un peu partout, les puffins.
Et c'est un animal qui va passer tout son temps au large, mais qui va revenir fidèle au même endroit pendant des années et des années. C'est un animal qui a un destin assez romantique. Il y a un des lieux de nidification de certaines espèces de puffins qui se trouve dans les îles devant Marseille. On en a beaucoup près de chez nous, mais il passe aussi le long de la Bretagne, etc. Et maintenant que vous avez entendu ce bruit, sûrement qu'un jour, ou en bateau, ou en vacances au bord de la mer ou autre, vous l'entendrez et peut-être vous le reconnaîtrez, vous vous souviendrez de l'histoire. C'est pour ça que je vous le fais entendre. Le puffin, qui est le cousin et quasiment la même chose, mais en plus petit, qu'un autre oiseau beaucoup plus connu qui a exactement le même destin et qu'on appelle l'albatros. C'est celui qu'on voit sur la photo en bas. Est-ce qu'on peut passer à la suivante? C'est un mode de vie qui est lié à celui d'un poisson, à savoir le thon, qui a le même destin, mais sous l'eau. C'est-à-dire que le puffin, l'albatros, ne s'arrête jamais de voler. Ils vont même quasiment jamais se poser, et ils vont planer. Ils battent quasiment jamais des ailes, et ils utilisent les vents pour l'énergie du vent comme un planeur pour s'élever, descendre, etc., et planer comme ça. Le thon, lui, il s'arrête jamais de nager. Pourquoi? Parce que si je vous demande d'imiter un poisson, vous allez faire... Et vous imiterez du coup beaucoup de poissons, mais pas le thon, parce que le thon, c'est le drame de sa vie, il ne peut pas faire. Il n'a pas les muscles qui lui permettent de battre des ouïes pour se ventiler les branchies tout seul. Du coup, il doit ouvrir la bouche et nager droit devant lui pour faire passer l'eau à travers ses branchies et respirer. Il ne fait pas ça, il coule et il se noie, ce qui est quand même la honte quand on est un poisson. Donc, il a développé toutes sortes d'astuces de l'évolution pour être extrêmement musclé et nager 200 km par jour sans s'arrêter, même quand il dort, il nage. Et donc c'est parfait, qui se ressemblent s'assemblent, les puffins et les thons vont chasser ensemble les anchois, les sardines, etc. Et en général naviguer de pair, parce que c'est deux animaux qui ont le même mode de vie et qui vont très bien ensemble. Est-ce qu'on peut passer à l'image suivante? Juste les albatros, voilà, je vous en montre quelques-uns. C'est la même idée que les puffins, seulement on n'en a pas chez nous. Parce que, à part au Japon, la plupart des albatros se sont développés dans l'hémisphère sud et ils peuvent tout simplement pas traverser l'équateur parce que très très grands, ils ont besoin, on a dit c'est des planeurs, donc ils ont besoin de vent pour voler, donc ils sont cantonnés aux latitudes où il y a du vent. Et à l'équateur, il y a cette zone que les navigateurs appellent le poteau noir où il n'y a pas de vent. Et ça veut dire qu'ils ne peuvent pas, tout simplement pas voler, les pauvres albatros, dans l'équateur. Donc ils ne traversent pas l'équateur, il n'y en a que dans l'hémisphère sud. Mais ils ont d'autres adaptations fabuleuses. Les albatros, comme les puffins d'ailleurs, ont un bec avec une sorte de gros tube, des grosses narines en tube. Ça leur permet de dessaler l'eau de mer. Donc, comme ça, ils peuvent vivre en pleine mer en totale autonomie. Ils boivent l'eau, après ils éternuent en quelque sorte et ça enlève le sel. C'est une glande extrêmement complexe qui leur permet de faire ça. Tellement complexe que les créationnistes utilisent ça comme argument contre Darwin, en disant c'est forcément Dieu qui a fait un truc pareil, parce que regardez, vous-même, vous arrivez à peine après 50 ans d'études à nous expliquer comment ça marche. Bon, c'est un argument fallacieux, évidemment. Mais on a des fossiles et on voit très bien comment ça a évolué. Mais c'est quand même assez dingue que l'évolution ait pu générer des formes de vie pareilles. Alors, on va quand même faire un dernier son pour la route. Est-ce que je peux vous demander de passer rapidement les slides, parce que celles-là, on ne les fera pas, on les fera peut-être en question. Celle-là non plus, on ne va pas la faire, malheureusement, on n'a pas le temps. On arrive à la suivante. Et voilà, on fait un dernier son pour la route quand même. On le met. Ça peut être au large des côtes méditerranéennes, comme sur la photo, mais ça peut être n'importe où qu'on l'entend aussi, celui-là. Est-ce que vous avez une idée de la catégorie d'animaux que ça peut être? Perroquet. Non, c'est que des animaux marins là. Ah, poisson perroquet. Ah oui, alors vous avez peut-être plongé et eu la chance d'entendre les poissons perroquets qui grattent le corail, et c'est vrai que ça fait un bruit comme ça quand ils mangent, quand ils croquent le corail. Oui, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à l'oreille, mais là c'est pas ça. C'est un autre animal qui vit souvent dans des coins de corail aussi. On peut arrêter le son. Une idée? Oursin, on n'est pas loin. Non, mais c'est pas tout à fait ça, mais pas loin. Un corbe, j'entends. Un corbe, c'est un petit peu plus grave, le son du corbe. C'est un poisson qui fait beaucoup de bruit, effectivement, en Méditerranée, mais c'est un tout petit peu plus grave. Non, on n'est pas loin avec l'oursin. C'est un animal à carapace, effectivement, mais c'est pas tout à fait ça. On peut mettre l'image. C'est la langouste. Et dans ce qui est intéressant, on se doute bien qu'un crustacé, ça va faire un bruit qui fait cric, 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 mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est en termes de physique. On vient d'entendre des animaux aquatiques qui produisent des sons de plein de façons différentes. Et en fait,
chaque animal marin, enfin on trouve dans la mer l'équivalent de tous nos instruments de musique, de toutes nos manières de produire du son. Par exemple, la corde vibrante, l'équivalent de la guitare, mais aussi de nos cordes vocales. La baleine va faire la même chose, la rascasse aussi d'ailleurs, va faire vibrer une corde pour produire du son. Le tambour, faire vibrer une membrane, ça c'est ce qu'on a entendu par exemple avec le cabillaud, mais vous avez aussi la crécelle, faire vibrer une lame, ça va être ce qu'on va entendre dans le cas de certains poissons-chats qui vont striduler avec leurs épines. Vous avez le xylophone, faire frapper, faire vibrer par des coups, qui est un peu le même principe que le piano aussi, la corde frappée, ça c'est ce qu'on peut entendre chez les hippocampes. Enfin bref, chaque production sonore, il y a l'équivalent dans la mer, mais il n'y a qu'un seul animal au monde qui joue du violon, qui a le principe physique du violon dans sa production sonore, et c'est la langouste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire jouer du violon? Ça veut dire émettre des sons par cordes frottées. Un frottement qui produit du son, c'est pas si évident comme ça à conceptualiser, parce que voilà, je frotte des choses, j'entends pas forcément beaucoup de bruit. Comment ça se fait que le violon fonctionne et fasse du bruit par cordes frottées? C'est la même chose que ce qui se passe quand vous essayez de déplacer un meuble lourd sur le sol. Vous l'aurez remarqué, au début, pour mettre le meuble en mouvement, c'est difficile. Vous poussez de plus en plus fort, et dès que le meuble se met à glisser, c'est d'un coup beaucoup plus facile. Manque de pause, c'est tellement plus facile que même inconsciemment, on relâche nos efforts, le meuble s'arrête à nouveau et on doit recommencer à pousser. Et quand on fait ça vite, eh bien, la séquence d'arrêt et de glissade successive du meuble va engendrer un bruit de brrrr, le fameux bruit de déménagement. Si vous aviez une chaise, en vous levant de votre chaise, vous auriez pu faire l'expérience. On peut le faire en poussant il faudrait un meuble un peu lourd à pousser, mais je ne vais pas le faire avec ça, sinon ça va se casser la gueule. Mais vous imaginez l'idée, vous voyez le truc, et en fait, ça, pourquoi ça fait comme ça? Eh bien parce que le frottement du meuble sur le sol, il est beaucoup plus fort quand le meuble est à l'arrêt que quand le meuble est en mouvement. Et ça, pourquoi c'est le cas, personne ne sait l'expliquer. C'est un mystère de la physique, on sait le calculer, mais on ne sait pas expliquer le fondement de pourquoi c'est comme ça. Et donc, comme quoi, des mystères de la physique, il y en a dans les galaxies, les trous noirs ou les atomes, mais il y en a aussi dans le meuble qu'on pousse dans un déménagement. C'est assez rigolo de se dire ça. Et des solutions à ces mystères de la physique, il y en a chez les violonistes qui utilisent justement le même phénomène avec leur archet sur la corde de violon pour produire du son. Ce qui se passe, c'est que l'archet, on lui met de la colophane, donc c'est une résine qui adhère, et l'archet, il adhère à la corde de violon, donc il l'entraîne un peu, puis il la lâche parce que ça glisse, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est ça qui fait que la corde, elle vibre et que le son, on l'entend. Et donc, la langouste, elle fait exactement la même chose en jouant. Son archet, c'est son antenne. Son violon, c'est une partie de sa carapace. Et elle arrive à émettre du son par corde frottée. C'est le seul animal connu avec le violoniste humain à le faire. Bon, c'est un peu moins mélodieux. Elle s'en sert pour repousser ses prédateurs. C'est moins mélodieux, mais vous mettez la langouste ou Paganini devant un requin blanc, il se peut que ce soit la langouste qui s'en sorte. Voilà, donc on va passer à l'image. On va passer rapidement l'image de la langouste là parce qu'on en a parlé. On passe la rascasse, on l'a évoqué, mais on en parlera peut-être plus tard autour d'un café. Et on va mettre la dernière image là. Et donc tout ça pour vous dire qu'on a écouté plein de sons sous-marins. On a découvert ensemble un petit peu que le monde sous-marin n'était pas du tout le monde du silence. Et c'est des sons que vous pouvez entendre vous-même en mettant la tête sous l'eau. Alors là, on va essayer une technique. Normalement, ça marche très bien avec l'ordi, mais là, comme ça, on va voir. On clique l'image suivante et on clique donc un coup. Voilà, donc ça c'est le son que vous pouvez entendre le plus souvent en mettant simplement la tête sous l'eau, et quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, c'est les oursins. Les oursins qui croquent la roche, donc sur toutes les côtes rocheuses vous l'entendez, ça pour manger les algues, ils croquent. Les petites crevettes, etc., ça fait des petits pétillements comme ça vous l'entendez simplement en mettant la tête sous l'eau. Les autres sons, il faut être souvent dans la zone où vit l'animal en question, mais il y a des zones où vivent plein d'animaux et où en fait en prêtant l'oreille et en faisant abstraction des bruits comme les bulles, les vagues, etc., on peut entendre énormément de sons. Et là, on va cliquer une fois de plus, s'il vous plaît. Et donc, si on ajoute et on clique une deuxième fois, et on clique une troisième fois, et on clique une quatrième fois, et donc voilà, pour vous montrer un peu ce qu'on peut entendre dans le monde sous-marin si on ajoute des différents bruits comme ça.
C'est une véritable cacophonie, donc on va essayer de cliquer quand même pour l'arrêter. Voilà, donc pour vous dire, oui, eux, ils méritent d'être applaudis, je pense. Mais donc le monde marin, c'est un monde avant tout de bruit, plein de sons merveilleux, et ça a une fonction biologique, hein, cette chorale du récif corallien, comme ça permet à plein d'espèces, les larves, qui sont abandonnées en pleine eau quand elles naissent, de retrouver leur milieu, leur habitat. Et donc ça a énormément de rôle pour tous ces animaux, le son. Et nous, on a un impact forcément sur le son qui commence tout juste à être découvert, parce que encore dans les années 60, Cousteau il titrait Le monde du silence, donc on pensait qu'on pouvait faire du bruit, de toute façon personne n'entendait rien. En fait, on s'aperçoit que si. Typiquement, beaucoup d'échouages de cétacés, parce que on a fait des explosions sous-marines pour l'armée ou pour des forages pétroliers, et puis ça les rend sourds. Et comme on l'a dit tout à l'heure, un cétacé à dents qui est sourd, c'est un cétacé qui est aveugle. C'est comme si nous, on était aveugles. Et donc, il s'échoue comme ça. On voit quelques conséquences comme ça, mais il y en a sûrement plein qu'on ne voit pas. Et donc, des conséquences qu'on ne voit pas, c'est difficile de savoir, quand on fait des travaux sous-marins, des éoliennes, des choses comme ça, de savoir l'impact. Donc, c'est tout juste en train d'être étudié. Il va y avoir plein de découvertes là-dessus. Donc, c'est un champ des possibles où on va découvrir des choses. Ça, c'est un problème où on ne sait pas encore vraiment notre impact. Il y a d'autres problèmes sur le monde marin où on connaît notre impact. Certains, comme le réchauffement climatique, qui sont les plus dramatiques, mais les plus difficiles à résoudre, parce que c'est vraiment le défi du siècle, d'arriver à trouver une réponse collectivement à ça. Mais aussi d'autres qui sont tout simples à résoudre, comme la surpêche, qu'on a évoqué avec le cabillaud, mais qui est le cas d'énormément de poissons. On mange 35 kg de poissons par personne et par an en moyenne en France. Il faudrait être à 8 pour préserver la ressource. Donc voilà, ça vous donne une idée de combien il faut diminuer la consommation de poissons. Et évidemment, remplacer par des alternatives végétales plutôt que par de la viande qui amplifie le réchauffement climatique, hein, mais c'est une bonne solution. Mais pour celles et ceux qui aiment le poisson, il y a aussi moyen de soutenir les pêches artisanales durables qui vont souvent avoir un rôle positif pour l'écosystème en luttant contre les autres modèles de pêche, les activités polluantes, etc., et qui peuvent être, dans certaines régions, pour certaines espèces, aussi un facteur positif. Et pour ça, j'ai absolument pas d'action chez eux, et ils ne me payent aucunement, mais je vous conseille une appli à Paris, comme vous êtes en région parisienne, c'est très efficace, c'est efficace sur quasiment toute la France, qui s'appelle Poiscaille. Poiscaille, c'est facile à retenir, et en fait c'est un circuit court de la mer qui donc vous permet de découvrir des poissons, d'acheter soit en boutique en ligne, soit sur commande, avec des paniers en s'abonnant ou à la demande, hein, donc toutes sortes de produits de la mer, en étant sûr qu'ils sont pêchés uniquement de manière artisanale, à la ligne, par des tout petits bateaux qui respectent la ressource selon les saisons, etc. Donc ça, c'est le plus simple et ça permet d'avoir des produits de qualité qui respectent l'océan. Deuxième chose, pour éviter les mauvais produits, en règle générale, si vous consommez du poisson autrement que par des circuits courts comme Poiscaille, il y a des applis sur Internet. En un clic, vous les trouvez, donc je ne vais pas en conseiller une plutôt qu'une autre, mais il y en a une qui s'appelle Éthique Océan, qui est bien, mais il y en a plein d'autres, où en un clic, vous pouvez savoir si un poisson est surpêché ou pas et quelles sont les alternatives. Donc c'est quand même une bonne chose d'y penser avant d'acheter son filet aux fiches ou son poisson carré, de juste regarder en un clic, et là on voit des choses hallucinantes et on se dit, bon, bah, peut-être que je vais manger des carottes à la place, ou peut-être que je vais manger simplement une sardine de chez Poiscaille qui a été pêchée durablement et qui n'est pas dans les mêmes configurations. Donc voilà, c'était la petite minute écolo, mais je pense que c'est important de rappeler ça parce qu'on a un impact, on fait partie de cet écosystème marin nous-mêmes, et malheureusement l'impact en ce moment, il n'est pas très bon. Et j'espère que ce petit voyage sous-marin vous a plu. Je crois qu'il y a un petit stand de dédicace où je vais signer des livres après, donc ça peut être l'occasion d'échanger, mais je crois qu'on a un peu de temps pour des questions quand même avant. Donc s'il y a des gens pas timides qui veulent poser les questions maintenant, vous pouvez les poser maintenant, et les timides, vous les poserez après. Ah oui, oh, il y a la publicité pour le livre, c'est formidable. Waouh! Bonjour et merci, c'est vraiment Merci très intéressant. Je rebondis juste sur la dernière chose que vous venez de dire par rapport aux espèces qui s'échouent. Parce que c'est vrai qu'on le voit très souvent maintenant dans les informations. Et très souvent, ils disent pas que en fait, c'est l'impact de l'homme qui a pu rendre, si j'ai bien compris, sourd. Alors,
oui, il y a de tout, hein. Il y a évidemment des espèces qui s'échouent naturellement, parce qu'un dauphin mort, ça flotte, comme c'est un mammifère, il a les poumons remplis d'air, hein. D'autres animaux vont couler, mais pas les dauphins. Donc il y en a qui s'échouent naturellement, et surtout, pour ne pas confondre ceux qu'on entend tout le temps aux infos, là, des dauphins qui s'échouent, il y a des échouages massifs sur les plages françaises, surtout golfe de Gascogne, en ce moment. C'est d'ailleurs le moment où ils s'échouent, c'est en ce moment, c'est à cause de la pêche. C'est les gros bateaux. C'est des bateaux plus ou moins gros, pas que des très gros, là en l'occurrence, qui pêchent le bar sur la période de reproduction. Ce qui est déjà une aberration écologique, hein, de pêcher une espèce pendant qu'elle se reproduit, c'est jamais très bon. Une aberration économique parce qu'ils saturent le marché et les pêcheurs n'arrivent même pas à en vivre, et ça part en croquettes pour les poulets, parce que le bar, pourtant poisson qu'on peut vendre très cher, et ils n'arrivent même pas à le vendre. Et une aberration pour les dauphins, parce que les dauphins se nourrissent des bars à ce moment-là, ils se retrouvent piégés dans les filets. Donc, au lieu de fermer la pêche pendant la bonne période comme il faudrait, il y a eu déjà des avancées, hein. Cette année, il y a une petite fermeture, mais pas assez longue. Malheureusement, l'État continue à subventionner des bateaux pour aller pêcher dans les zones de reproduction. Donc, tous les échouages de dauphins en France qu'on entend en ce moment, c'est lié à ça. Mais après, il y a plein d'autres phénomènes. Les baleines qui s'échouent beaucoup, de plus en plus, là, c'est lié à la fonte des glaces, et elles se perdent en fait dans les passages dans l'Arctique. Donc il y a aussi des phénomènes comme ça. Il y a plein de choses différentes, et le bruit n'est pas toujours la cause majeure, quoi. Le bruit, c'est surtout des échouages massifs de cétacés à dents, mais pas trop des dauphins, plus des globicéphales, ce qu'on appelle des péponocéphales, des baleines à bec, et ça se passe surtout dans les zones où il y a du forage pétrolier ou des essais militaires. Merci. Oui. Attendez, je vous attends. Bonjour. Pourriez-vous nous dire brièvement en quoi consiste concrètement votre métier, et nous donner un exemple de en quoi les animaux marins défient les sciences? Alors, un exemple de mon métier, samedi matin, je vais à la Villette, je raconte des histoires. Non, moi je suis biophysicien, j'ai fait une thèse sur les bancs de poissons. Et je continue à participer à divers programmes de recherche un peu autour de ça en ce moment, sur les bancs de poissons, mais vu du point de vue de la physique. Donc biophysicien, c'est que je viens des études de physique au départ, mais j'ai toujours été passionné par le monde vivant en général et le monde marin en particulier. Et la physique, si vous voulez, c'est un peu un zoom inverse, c'est l'inverse d'un zoom. C'est un grand angle, on va dire, c'est-à-dire que la biologie, ça vous permet de zoomer sur les précisions de chaque espèce, chaque petit mécanisme à l'intérieur des cellules, etc. Et on zoome de plus en plus, on essaie d'être complet. Et puis la physique, on dézoome et on regarde de loin et on essaye de voir comment ça marche, mais de loin, pour essayer de voir des grands principes. C'est pas l'un qui est meilleur que l'autre, c'est deux points de vue complémentaires. Et donc moi, j'ai adopté celui de la physique qui m'a permis d'apprendre énormément de choses, et c'est sans fin, on apprend toujours plus de choses dans ces domaines-là. Mais voilà, pour vous donner une anecdote, en physique, on parle de vache sphérique. C'est la blague chez les physiciens, on dit une vache, c'est une sphère. Parce que c'est vrai que si vous voulez faire un calcul d'énergie sur une vache, au premier ordre, vous considérez une sphère de la taille à peu près de la vache et vous calculez combien il y a d'énergie qui rentre et qui sort de la sphère. C'est beaucoup plus simple que de prendre la forme d'une vache. Et ça vous donne un calcul qui marche à peu près. Et c'est comme ça que fonctionne la physique. C'est des approximations, mais qui permettent ensuite d'avoir des lois générales très intéressantes et de trouver comment fonctionnent certaines choses absolument fabuleuses. Alors, en quoi les animaux marins défient les sciences? Eh bien, il faut acheter le livre pour le savoir, mais je pense que je vous ai donné quelques exemples quand même là d'animaux marins qui font des choses que nos sciences ne savent pas expliquer, que la science vient tout juste de découvrir, ou que l'être humain a mis des siècles à maîtriser et qu'eux maîtrisent toujours mieux que nous. Il y en a énormément, donc on ne peut pas non plus tous les citer. Donc dites-moi votre animal marin préféré, je vous donnerai un exemple. Vous pourriez nous raconter, vous avez un petit peu parlé des éponges de verre, mais les constructions des éponges de verre, moi ça m'a fasciné. Ah bah voilà, l'éponge de verre, ça c'est un super exemple. Oui, c'est un chouette exemple. La science. Les éponges de verre, c'est donc des éponges, donc c'est le degré zéro de l'animal, hein. C'est l'animal le plus simple qui soit. C'est juste des cellules mises les unes avec les autres, hein. L'éponge, vous n'avez rien de compliqué. Et rien que comme ça, avec quelques signalisations très basiques d'une cellule à l'autre,
Ces éponges arrivent à créer une construction en verre, on dirait, ben, j'ai pas de photo là parce que je m'attendais pas à en parler, comme ça ne fait pas de bruit, mais c'est absolument magnifique, on dirait une sorte de building futuriste, architectural, avec des poutrelles les unes anglais par rapport aux autres pour que les contraintes extérieures soient minimales, et donc c'est encore mieux que ce que ferait un architecte, quoi. Avec très peu de matériaux, elles font une structure ultra solide qui dure 17 000 ans, et le verre même de ce que produisent ces éponges, eh bien, il est optiquement plus intéressant que tous les verres qu'on produit dans des hauts fourneaux pour faire de la physique dans des laboratoires, quoi. Et sauf que l'éponge, elle ne le produit pas dans un haut fourneau à des centaines de degrés de température, elle le produit au fond de la mer avec juste un peu de chimie et des matériaux biologiques totalement non polluants. Des millions de fois moins d'énergie. Donc c'est un exemple d'un animal marin. Là, il ne défie pas les sciences, il les bat à plat de couture. Ça lui sert à quoi? Alors, servir. C'est marrant parce que vous posez la même question à l'éponge que ce qu'on pose généralement aux chercheurs quand ils vous montrent des super inventions. Souvent, quand la recherche scientifique, quand on montre des découvertes de recherche scientifique, il y a toujours quelqu'un qui dit bah, c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert? Et donc, je vous ai dit tout à l'heure que l'électricité, hein, quand on a demandé, non, je ne vous l'ai pas dit, mais quand on a demandé à Lord Cavendish, un des gars qui étudiait la torpille et qui a démontré que ça avait les mêmes propriétés qu'un condensateur électrique, donc qui était un des pionniers de l'électricité. Si on a de la lumière aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à ce gars et ses collègues. Un jour, on lui a demandé bah oui, c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert? Et il a répondu j'en sais strictement rien, mais je suis sûr que dans quelques années, ils trouveront le moyen de nous le taxer. Donc, et c'était un Anglais, il avait de la répartie, moi j'en ai moins, mais alors à quoi ça sert pour l'éponge? La question est intéressante parce que c'est vrai que, voilà, en termes d'évolution, comment ça fonctionne, etc. Alors, il n'y a pas un but, hein. Ce n'est pas l'éponge qui cherche à répondre à un problème comme nos ingénieurs et qui trouve une solution. C'est des hasards de l'évolution qui font qu'il y a des contraintes et que l'éponge développe plusieurs solutions. Et il y en a qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Celles qui ne marchent pas, elles meurent, et celles qui marchent, elles se reproduisent. Et donc, progressivement, ça se fait comme ça. Mais donc, ce squelette, pourquoi l'évolution l'a conservé et pourquoi ça fonctionne, c'est que ça lui donne une très grande rigidité, mais à la fois une très grande souplesse. Ce qui fait que, même si c'est du verre, elle ploie quand il y a des courants, et elle arrive comme ça à garder une structure très solide. Et pourquoi elle a besoin, l'éponge, d'une structure solide comme ça pour s'élever au-dessus des fonds marins? C'est que toutes ces cellules, elles se nourrissent. Donc elle a besoin que toutes les cellules mangent, hein, une éponge, contrairement à nous où il y a la bouche qui va absorber la nourriture, puis ensuite on distribue dans notre organisme. L'éponge, chaque cellule a besoin d'avoir à manger, donc il faut que chaque cellule puisse avoir de l'eau qui passe. Donc que ça filtre l'eau partout. Et donc des courants d'eau à l'intérieur qui tourbillonnent et qui alimentent bien tout l'organisme. Et donc cette structure, elle permet ça, entre autres. Elle permet plein de choses. Et les propriétés optiques, personne ne sait. Parce qu'elles sont dingues, les propriétés optiques du verre de l'éponge. Et personne ne sait si c'est un hasard ou si c'est qu'il y a une sorte d'utilité en mode fibre optique. Et que peut-être en collaborant avec des créatures bioluminescentes, par exemple, ça permettrait d'attirer du plancton pour nourrir la bestiole. Mais ça, on ne sait pas. Peut-être c'est juste un hasard et que le verre, il a été développé, entre guillemets, pour ses propriétés mécaniques, mais qu'il a aussi des propriétés optiques. Mais que c'est un hasard, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, c'est la structure, ça lui permet de filtrer l'eau. C'est le principal... Oui, c'est ce qui permet aussi absolument de déterminer son âge, parce que ça fait, au cours de la formation du verre en question, ça fait des couches comme un oignon. Donc, comme les cernes aussi d'un arbre, et on arrive comme ça à estimer l'âge en analysant aussi la chimie de ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas toujours évident d'estimer l'âge des animaux. L'éponge de verre, c'est super parce qu'elle a un squelette très dur, comme ça, qui dure très longtemps, donc on arrive à estimer facilement l'âge. Pour des animaux plus mous, comme les poissons cartilagineux, comme le requin du Groenland qu'on évoquait tout à l'heure, ça a été extrêmement compliqué d'arriver à déterminer leur âge. Oui. Oui. Tout à l'heure, vous avez évoqué ce cétacé qui était sourd. J'ai cru comprendre qu'en même temps, sourd égale aveugle, donc égale durée de vie assez limitée. Celui-ci, il est peut-être un cas d'espèce. Est-ce que ça le rend solitaire? Alors là, c'est un cétacé qui est une baleine à fanon, donc baleine mysticette, donc comme les baleines bleues. Donc elle n'a pas le sourd égal aveugle. Le sourd égal aveugle, c'est pour les cétacés à dents.
Les poissons comme les cétacés comme l'orque, le cachalot, etc. Donc cette baleine-là, je vous rassure, elle se repère à l'œil et elle voit très bien, déjà. En tout cas, ça la gêne beaucoup moins que des cétacés à dents. C'est beaucoup moins fondamental pour elle, tout ce qui est de se repérer grâce au son. Elle va utiliser, les baleines utilisent le son pour se repérer, mais c'est beaucoup moins fondamental que pour des... Parce que déjà, ce n'est pas des animaux qui chassent. L'orque et le cachalot, le globicéphale, ils ont besoin du son aussi très efficace parce qu'ils vont courir après une proie. La baleine bleue, elle filtre du plancton, donc elle a plus besoin de se mettre dans les bons courants, la bonne température, tout ça. Après, elle ouvre la bouche et ça mange tout seul. Je schématise, il y a évidemment des baleines, comme les baleines à bosse, qui ont des techniques de pêche très complexes pour encercler des bancs de poissons, etc. Mais en gros, c'est moins fondamental pour elle. Donc, vous inquiétez pas, elle survit en tout cas. Et par contre, c'est sûr que c'est peut-être un handicap et que ça l'affecte. Je ne sais plus s'il y avait une autre partie à votre question, mais... Non, c'était est-ce que ça la rend solitaire en fait? Ah oui, alors ça, voilà. Communiquer avec ses congénères. On projette forcément sur nous et on se dit, j'aimerais pas être à la place de cette pauvre baleine, c'est très romantique. Il est très probable qu'elle soit solitaire. C'est comme ça qu'on la surnomme. On dit c'est la baleine la plus solitaire du monde parce qu'en tout cas, elle peut pas communiquer avec ses congénères à distance. Elle peut sans doute communiquer par des gestes, tout ça, mais pas par le son. Donc oui, elle est solitaire. Oui, c'est assez dramatique, mais c'est comme ça. Il y avait une question là, devant, d'accord. Oui, des os des poissons. Oui, vous parliez des arêtes, par exemple. Et enfin, je sais pas, moi je croyais que c'était une espèce, enfin c'était une époque défunte, les poissons osseux, qu'ils étaient antérieurs et que maintenant on avait surtout des poissons cartilagineux avec le fameux sélacanthe. Alors c'est l'inverse. Le passage entre l'un ou l'autre. C'est plus ou moins l'inverse. Alors des poissons osseux, on en a à peu près 70 dans cette salle. On est tous des poissons osseux. Les poissons osseux, c'est justement les nouveaux, entre guillemets, poissons. Au cours de l'évolution, mais l'histoire, elle est intéressante, comment l'os est apparu. Au départ, alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails de ce qui est un poisson, parce qu'il n'y a pas vraiment de définition scientifique de poisson. On a appelé poisson au moment où on classait les animaux, toutes sortes de bestioles qui se ressemblaient. Et puis, il y en a d'autres, on a dit que ce n'étaient pas des poissons, comme vous, comme un chat, comme un canari. Et puis, en fait, en termes d'évolution, tous les vertébrés, c'est des poissons, enfin, c'est le même groupe. Donc, le premier animal vertébré, qui a juste une sorte de colonne vertébrale, c'est déjà notre ancêtre commun à tous les vertébrés. Et c'est tout ce groupe-là qui sont les poissons. Mais ce qui s'est passé au cours de l'évolution, je schématise très rapidement, mais parce que c'est super intéressant et ça nous replace dans cette histoire du vivant. Donc, c'est intéressant de le voir. Ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, les animaux n'avaient pas d'os, les vertébrés non plus, ils n'avaient que du cartilage, ils n'avaient même pas de mâchoire, et ils ressemblaient il n'y a que quelques espèces qui descendent encore de ces lignées-là, ce qu'on appelle les lamproies. Donc animal, c'est un genre d'anguille, mais qui n'a même pas d'arête, qui a juste une sorte de colonne vertébrale, et qui n'a pas de mâchoire. La bouche, c'est un trou. Elle parasite les autres espèces, c'est très effrayant, mais c'est comme ça. Donc, la lamproie, on était tous des animaux un peu filtreurs comme ça et qui n'avaient pas d'os. Et puis, ce qui est apparu en premier au cours de l'évolution, ce sont donc c'est des squelettes cartilagineux. Et donc là, on est devenu un petit peu comme les requins, les raies, qui sont encore des poissons cartilagineux d'aujourd'hui et qui descendent, pareil, une lignée de cette époque-là où on a développé un squelette, mais en cartilage. Donc un squelette en cartilage, c'est déjà mieux que rien du tout, mais ça ne permet pas de marcher sur la terre ferme, par exemple. Et au départ, ça ne permettait même pas de mordre. Donc les premiers requins étaient aussi des filtreurs. Ils ne pouvaient pas mordre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui est apparu en premier, c'est la dent. Le matériau de la dent, qui est fait de phosphate de calcium et non de carbonate de calcium, comme les coquilles des crustacés, etc. Le phosphate de calcium résiste beaucoup mieux à l'acidité. Donc ces dents qui sont apparues chez des poissons cartilagineux, qui étaient d'abord probablement dans leur bouche ou sur leur peau, parce que la peau des requins, c'est de la dent aussi, c'est de la dentine, du matériau de dent. Ces dents, comme elles résistaient à l'acidité, on a pu en mettre aussi à l'intérieur de notre corps, ce que ne peuvent pas faire, par exemple, les crabes. Leur carapace, elle est à l'extérieur parce qu'elle ne résiste pas à l'acidité. Et donc, en mettre à l'intérieur de notre corps, ça nous a permis de faire de l'os, qui est en gros du cartilage solidifié avec de la dent. Et c'est comme ça que les squelettes sont apparus. Donc, ils viennent des dents des requins, quelque part, notre squelette. C'est intéressant de se dire ça.
Et donc, avec le squelette, là, pour le coup, certains de ces poissons qui sont donc devenus des poissons osseux ont pu sortir de l'eau et conquérir la terre ferme, etc. Et on connaît la suite de l'histoire. Le sélacanthe est un exemple d'un poisson osseux plus proche de nous que d'autres poissons osseux comme la carpe ou le gardon. Parce que c'est ce qu'on appelle un sarcoptérygien. Et c'est donc des poissons osseux qui commencent à développer des moignons de membres plus complexes que les autres, et chez qui le poumon primitif, qui est ancestral chez tous les poissons osseux, mais est plus développé. Sauf que donc ce sélacanthe, il vivait dans des lagunes, et en gros, il était comme nous, comme nos ancêtres, quand ils étaient sur le point de sortir de l'eau, ils pouvaient ramper, ils pouvaient respirer de l'air, et puis à la grande crise de l'extinction des dinosaures, il s'est réfugié dans les abysses. Donc on l'a retrouvé dans les années 30, c'est une chercheuse sud-africaine qui l'a découvert par hasard dans un filet de pêche et qui a eu l'intuition que c'était quelque chose de dingue. Et ensuite, ils ont mis 14 ans à en trouver un autre. Et c'est toujours très rare aujourd'hui, mais ça a permis de comprendre un peu le chaînon manquant entre le poisson qui est resté dans l'eau et celui qui est sorti. Et donc, c'est du poisson osseux, tout ça. Et poisson osseux, c'est notre embranchement à nous, comme celui du brochet ou de la chauve-souris. Il y avait une question derrière. C'est la dernière. On n'a plus le temps de la dernière, désolé. Vous pourrez la poser à côté à la dédicace. Et oui, parce que ça va être l'heure de déjeuner en plus. Et ben voilà, donc... merci. J'espère que ça vous a plu, c'est gentil. Merci.